moyen pour le faire savoir que de le faire, c'est moins exemplaire. Et notre fédération organise tout au long de l'année des mercredis équipe de France. C'est-à-dire, on va dans une région, dans le département, et puis il y a plein de gamins qui font du judo, et l'équipe de France se déplace en 3, 4, 5 membres de l'équipe de France. Et le matin, il y a toujours une cause humanitaire que l'on prend, bon, c'est humanitaire ou autre, hein, dans les prisons, dans les hôpitaux. Donc on fait des opérations comme ça, à chaque fois. Et donc ça, c'est organisé par la fédération tout au long de l'année, depuis une vingtaine d'années maintenant. Et pour répondre plus exactement donc à la question qui était posée tout à l'heure, merci de l'avoir posée, je crois qu'il ne faut pas confondre un champion et une personne exemplaire. Donc un champion, c'est quelqu'un qui gagne, et puis il y en a qui sont exemplaires, d'autres qui ne le sont pas, tout simplement. On demande à un champion de gagner des compétitions, et je ne pense pas que c'est parce qu'on est un champion, quoique, qu'on devient exemplaire. Je crois qu'on est exemplaire, et tout à l'heure, tu l'as dit tout à fait, c'est simplement parce qu'à un moment donné, dans la pratique sportive, on a été au-delà de chercher uniquement la médaille, mais aussi de donner des moyens d'éducation. Je crois que les entraîneurs de base dans les clubs, c'est eux qui sont les plus importants. Les dirigeants de clubs, tous les bénévoles qui sont dans les clubs, c'est eux qui vont donner cet esprit. C'est pas la pratique de la transpiration, c'est pas la pratique physique qui fait les choses. C'est l'environnement. C'est la pratique avec un objectif qui n'est pas un objectif uniquement de faire la médaille. Parce que quelquefois, bon, eh bien, on a tendance à essayer de tricher, etc. C'est pas de la médaille à tout prix. C'est le plaisir de soi-même de se dépasser qui est le plus important. Il faut faire attention entre des pays, parce qu'il y a des pays qui ont des cultures comme ça, où il faut la médaille à tout prix, et d'autres où il faut essayer d'être bon. Je pense que l'éducation qu'on essaye de faire passer en France, ce serait plutôt ça. Il y a des pays, moi je suis secrétaire général de la Fédération internationale, et les choses sont très diverses. Nous on essaie, donc, en tant que président de la Fédération française de judo, j'essaie, au niveau de la base, parce que le judo a été créé comme ça, de faire un moyen d'éducation. Que tous nos clubs soient des moyens d'éducation. Éducation par la pratique, parce qu'à l'école on apprend des choses, et dans le sport on les met en pratique. Parce qu'on est en contact avec l'autre, et ce qu'on a appris, cette théorie de la citoyenneté, tout ce qu'on peut apprendre en instruction civique, puisque maintenant à nouveau il y a des instructions civiques, mais tout ce qu'on apprend, on le met en application dans le sport. On est en contact avec l'autre, on l'aide, on ne veut pas le blesser, donc on fait attention à la manière dont on le respecte en donnant le ballon. Donc on ne va pas le passer sous le filet parce qu'il est obligé de se baisser pour le ramasser, et donc parce qu'au-dessus, donc au contraire c'est beaucoup plus civil, donc c'est beaucoup mieux. Donc c'est je crois, au niveau de la base, que l'on fait et que l'on éduque, et ensuite, eh bien, c'est le résultat de tout ça. Et en France, on n'est pas forcément celui qui gagne. Poulidor et Anctil, lequel est le plus connu. Peut-être qu'Anctil était plus respectable. Il y a aussi ça, celui qui gagne toujours, il énerve aussi. Donc c'est pas forcément l'idole. L'idole, c'est peut-être l'autre. Il y en a qui sont exemplaires, d'autres qui le sont moins. Et je voudrais rebondir aussi sur ce que vous avez dit tout à l'heure aussi. Il y a des choses importantes, c'est qu'il y a aussi des coachs, je crois que c'est toi qui l'as dit. Il y a des coachs qui sont autour et qui disent attention, ton image c'est pas comme ça, tu vas travailler comme ça, comme ça, comme ça, et on devient un produit. Et ça, c'est pas bon non plus. C'est pas bon. Et ça, c'est presque, même si l'apparence va dans un sens, je pense que l'idée de s'en servir, c'est à l'envers de l'esprit sportif lui-même. Alors c'est pour ça que rien n'est uniforme. Il y a des sportifs qui sont largement exemplaires, d'autres qui le sont moins. Donc je pense que le sport est quand même globalement un très bon vecteur pour les jeunes. Et puis comme tu as souligné sur le encore, je ne pense pas que ça ait changé grand-chose. Ils sont encore, je pense que quand ils le méritent, eh bien, ils le deviennent. Et il n'est pas forcément facile de tricher. Je ne citerai pas, si je cite, non je ne citerai pas, parce que dans la fédération de tennis, ici, entre nous, je ne le dis pas. Mais quand on est sportif et qu'on se bat en compétition, là on ne triche pas. On voit votre mentalité, on voit qui vous êtes. On ne peut pas tricher quand on est à l'extrême. Et la mentalité, la qualité de l'homme, on ne peut pas tricher. Et quand vous êtes dans l'extrême, dans le résultat sportif, et c'est pareil pour tout le monde, on est dans la vie, sur le terrain, comme on est en l'air. Et il y en a un qui disait de quelqu'un d'autre, il est dans la vie, c'est un tennisman, il disait, il est dans la vie comme il est sur un terrain, il fait des petites balles merdiques. Et c'était Yannick Noah. Christophe voulait intervenir, réagir. Oui, réagir sur un point, quand vous avez parlé de la définition du champion tout à l'heure, et ça a été repris par d'autres, c'est concernant partager
partager la réussite. Moi, c'est peut-être que je suis très égoïste, mais en fait, moi, la réussite, je n'ai pas envie de la partager, si ce n'est qu'avec des gens qui me soutiennent, qui m'ont aidé. Il est hors de question. Et ça, c'est malheureusement, pour moi, excusez-moi Stéphane, mais c'est un peu la faute des médias, où avant tout, le sport, pour moi, est fait pour être pratiqué, il n'est pas fait pour être regardé. Et maintenant, beaucoup s'inventent les sportifs en regardant le sport à la télévision, et donc du coup, on se doit de vivre notre sport sous les yeux des autres. Et ça, moi, je trouve que c'est problématique, parce que moi, si je fais du sport, c'est pour moi, c'est pour le plaisir que ça m'apporte de le pratiquer, et pas de gagner ou de réussir. C'est vraiment la pratique qui m'apporte, le fait de pouvoir maîtriser son corps, de repousser les limites, de sentir qu'on peut faire quelque chose avec quelque chose qui nous appartient. Et de là, être obligé de partager la réussite, et bien moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que ça m'appartient aux gens qui m'ont accompagné, et ça m'appartient aux gens qui me soutiennent dans les moments difficiles, et personne d'autre. Donc voilà, et ça, je crois que le sportif doit encore avoir le droit de le décider, ce qu'il peut en faire. Juste, je voulais dire juste un mot tout à l'heure, parce que j'ai commencé sur l'international et j'ai pas fini finalement. À un moment donné, c'est des systèmes d'État, donc d'avoir des modèles, et que ces modèles permettent de faire passer une politique. Je crois que, attention, un modèle, ça peut empêcher de penser. Pour rebondir sur les interventions, je laisserai la parole au public tout à l'heure. C'est vrai que vous disiez deux choses. D'une part, on a envie de garder pour soi les émotions, ce qu'on vit quand on est sportif. En même temps, on est un personnage public à un moment donné, quand on devient un sportif qui fait des compétitions internationales médiatisées, qu'on le veuille ou non, on est un personnage public comme un homme politique ou un chanteur ou un acteur. Et l'autre chose que disait Jean-Luc, c'est qu'il y a la différence entre un champion et un exemple. Sauf que malgré eux, les champions sont pris comme des modèles. C'est un peu le point de départ, c'est-à-dire que qu'ils le veuillent ou non, et je rejoins ce que je te dis Christophe, c'est-à-dire que les sportifs sont regardés, effectivement les médias sont effectivement responsables, puisque le poids que le sport occupe dans la société, c'est parce que les médias en parlent, c'est parce que les médias dans les journaux, le montrent à la télévision, c'est devenu une espèce de show médiatique, mais de fait, le champion est un personnage public, et de fait, on ne peut pas empêcher que des gamins se projettent dans ce que font les sportifs ou les champions, même si eux n'ont pas l'intention de devenir des exemples, ils le deviennent forcément pour ces moments. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce qui m'a le plus surpris quand j'étais champion du monde, c'est que la veille on ne me demandait rien et que le lendemain on m'a demandé mon avis sur la politique française, sur etc. J'étais très surpris, mais bon, c'est la réalité. Juste de vous présenter à chaque fois. Oui. Je suis professionnel de santé, kinésie, professeur d'éducation physique. Et en 1983, à la suite d'un livre que j'avais écrit sur le sport et la santé, dénonçant le sport de plus en plus artificiel, où on prend des jeunes enfants, toujours de plus en plus jeunes, on les spécialise trop d'eux. Et c'est nous, professionnels de santé, qui le voyons après, une fois que la une des journaux nous a oubliés. Et donc, de ce fait, nous avons à côté à soigner des gens de tout âge. Et on voyait dans nos sociétés de plus en plus sédentarisées les maladies liées justement à cette sédentarisation, maladies cardiovasculaires, le rhumatisme, l'obésité, les maladies dépressives. Et donc, de ce fait, il nous fallait apporter des solutions. Et les solutions ont été de construire des jeux à côté des Jeux olympiques, qui s'appellent les Jeux mondiaux de la paix, mais qui s'ouvrent à tous les âges de la vie et par catégorie d'âge. C'est-à-dire que si on n'a pas brillé à 20 ans, pourquoi pas briller à 5 ans, à 60 ans, à 80 ans? Parce que nous, le champion, c'est celui qui mène sa mécanique, le corps humain, le plus loin possible, dans le meilleur état de fonctionnement possible. C'est celui, en quelque sorte, qui, à 80 ans, est encore capable de faire un semi-marathon ou une course cycliste. J'ai beaucoup couru en vélo, j'ai couru d'ailleurs avec Roger Barjon. Je n'ai pas du tout apprécié parce que j'étais échappé avec lui et comme je tirais pas assez quand je prenais la ligne, il m'avait dégagé. C'était une façon de voir. Roger Barjon a gagné le Tour en 1965. Ah, c'est ça. Ouais, t'étais trop jeune. Mais moi j'ai 68 ans alors. Alors donc, ces jeux donc, sont partis dans une petite ville de province à côté de Genève, puisque en Suisse c'est français, et donc ils sont
justement qu'ils soient sportifs, puisque l'être humain, c'est une dimension intellectuelle. Donc, nous avons ouvert à la culture. C'est une dimension de cœur et de générosité. Nous avons ouvert à l'humanisme. Pourquoi? Parce que nous voyons énormément d'associations humanitaires qui travaillent en ordre dispersé, et nous avons voulu, lors de ces Jeux, ouvrir un grand forum où toutes ces associations pourraient se rencontrer. Et en axe économique, parce que c'est la dimension relationnelle entre les hommes. Les Jeux ont eu lieu au Maroc, à Dubaï, où il y a eu 28 participants de 64 nations. Ils ont eu lieu à Rome, dernièrement à Tripoli, et puis les prochains, au mois d'octobre, du 2 au 10 octobre, ils auront lieu donc à Erbil, au Kurdistan irak. Merci. Oui, et pour revenir encore sur toujours cette question, alors, je ne sais pas pour provoquer, mais personnellement, moi, je ne pense pas que ce soit bon que les sportifs soient des exemples pour les jeunes. Clairement, ce n'est pas pour la provocation que je fais. Pourquoi? Parce qu'on donne pour exemple aux jeunes des gens qui existent à travers la comparaison. Parce qu'au final, on va redire ce qu'on veut. Les sportifs qui existent à la télévision sont les sportifs qui font de la compétition et qui gagnent, et qui sont meilleurs que les autres. Et un sportif n'existe pas s'il n'est pas meilleur que les autres. Et donc, est-ce que c'est, en termes d'épanouissement chez les jeunes, en termes d'amélioration des compétences psychosociales, de tout ce côté-là, est-ce qu'il est important que les jeunes se comparent et comme idole des gens qui réussissent à travers la comparaison? Je ne crois pas. On rentre souvent dans des débats. Est-ce que c'est bien de noter? Est-ce que c'est pas bien de noter? Qu'on est une société où on est à fond dans la compétition, que du coup le gamin il est sans arrêt hyper sociabilisé, toujours en train de se battre pour être le premier, et qu'au final il n'apprend pas à s'estimer lui-même, donc à s'auto-estimer et ainsi avoir une estime de soi autonome, mais il est toujours sur un système de comparaison où il a besoin d'être meilleur des autres pour exister. Et personnellement, je pense qu'en ayant des exemples qui sont des sportifs, on va dans ce sens. Je voulais rebondir sur les Jeux internationaux de la paix, juste pour partager avec vous quelque chose. Moi, j'ai passé donc 2 ans au Kosovo tout de suite après la guerre, avec Roland Kouchner, puis en Irak en 2003 après la guerre, et puis au Liban avec la FNUL après la guerre. Dans les 3 cas, j'ai essayé de voir comment le sport pouvait être aussi, parce que je pense que c'est intéressant, et ce que vous faites, c'est très, très, très précieux en fait. Le sport est souvent un véhicule de paix, et comme l'UNESCO le fait aussi, un véhicule de paix, un véhicule de réconciliation. Par exemple, au Kosovo, la première école que nous avions remontée, où il y avait des enfants albanais et serbes ensemble, bien évidemment, il y avait des bagarres tous les jours, ça se marchait très très mal, et puis 2 ans après, un jour, le directeur m'appelle et me dit: écoute Marina, tu ne vas pas me voir, caché derrière la cour de l'école, après 2 ans, dans lesquels ils continuent à se faire la bagarre, les Serbes et les Albanais, je les ai vus jouer ensemble au football. Le football les avait réunis, simplement parce qu'ils n'étaient pas suffisants, ils avaient besoin de créer des équipes, ils avaient besoin les uns des autres, ils se sont dit: bon, allez, on fait semblant que tu n'es pas qui tu es, on joue ensemble. Kosovo, Irak. Je connais très bien la région où vous allez, le Kurdistan, et c'est vrai que c'est une région qui a besoin sûrement, ça sera un exemple de paix, j'en suis certaine. En Irak, j'avais l'escorte des carabiniers, des commandos italiens, et bon, les Italiens, vous connaissez en Irak, vous n'en avez même pas inquiété. Et ils voulaient quand même, les Irakiens, ils avaient envie, une fois qu'ils avaient savu qu'on était italiens, ils voulaient essayer de parler avec nous. Les seuls mots qu'on ait réussi à se dire, c'était à l'époque: Del Piero, Buffon, Trezeguet. Et donc, ils avaient surnommé les carabiniers, ils les avaient surnommés avec les noms de joueurs de foot. Et c'était la langue, et je le dis toujours, j'étais en conférence à Genève il y a 2 semaines sur le sport, l'éthique et le développement. Je pense que le sport a créé une espèce de langue, un espéranto de dialogue. Vous allez au fin fond du monde, vous ne savez pas quoi dire, sauf Coca-Cola, et vous dites les noms des champions et les gens vous comprennent. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est si vous voulez, une invisible network humain qui permet aux gens de tout âge, je pense, de se parler. Donc le côté d'un lien avec le sport et la paix, c'est très important. Et pour revenir sur ce que Christophe a dit, je comprends très bien ce qu'il m'a dit. Je pense que venant d'un champion,
qu'il ne veuille pas, mais il est. Je pense que maintenant d'un champion, ça doit nous faire réfléchir. Parce que, effectivement, c'est très profond. En même temps, je trouve que il y a aussi un moment qui a changé. Donc, par exemple, dans les années 70, moi je me rappelle, j'étais gymnaste de gymnastique rythmique. Et je voulais faire tout ça toute ma vie. Et je venais d'une famille de gymnastes, donc tout le monde. Et après, mon grand-père m'a dit, mais ma fille, tu vas faire quoi à 30 ans? Tu vas ouvrir un magasin de fringues de sport. J'oublierai jamais cette phrase. À l'époque, bon, le sportif, voilà, 20 ans, après c'était fini. Et je n'oublierai jamais cette phrase. Je pense que le monde a aussi changé. Je pense que des exemples comme le sien, comme le vôtre, la vie a changé, la société. Je pense que vous nous apprenez beaucoup dans ce qui est l'effort, dans ce qui est la persévérance, pas le côté paillette, de briller, là, oui, ok. Mais donc c'est ça, je pense que c'est ça que les jeunes doivent apprendre. Le poster, c'est une chose, mais c'est la richesse de cette persévérance, de cette... Et comme tu as dit très bien, Jean-Luc, c'est ça qui est important. C'est pas la transpiration. On transpire avec un code de body pump comme avec... voilà, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est le rules, l'environnement dans lequel nous enrichissons, le coach, qu'est-ce qu'il nous a dit, comment il nous a changé la vie. Donc, c'est très précieux ce que vous nous avez dit. Oui, mais le problème, c'est que rares sont les journalistes qui sont capables de faire passer ça. Excusez-moi, mais bon, oui, il y en a. Il y en a, mais souvent, la donnée de match, dans beaucoup, notamment, mais bon, dans certains journaux, vous mettez le score en mots, vous racontez le match et vous êtes journaliste, quoi. Et du coup, à part faire passer le match, les buts, la performance, celui qui a marqué, on n'est pas capable de faire passer ce côté-là. Donc j'ai très bien senti qu'il faut faire passer si on veut justement maintenir ces valeurs du sport. C'est les difficultés pour y arriver, c'est les difficultés rencontrées, c'est tout ce qu'on ne peut pas voir quand on n'est pas connaisseur et qu'on n'est pas à l'intérieur. Et c'est vrai qu'on a beaucoup à travailler là-dessus. C'est vrai qu'il faudrait beaucoup. Oui, il y a, j'en avais créé avec des copains le rassemblement par le sport il y a quelques années. Et avec ce rassemblement par le sport, on faisait des opérations avec les jeunes des quartiers difficiles. Et on les amenait, quand on était tous athlètes de haut niveau, et on les amenait pas voir les compétitions, on les amenait voir l'entraînement. Et donc, pour voir comment c'était dur derrière. Et donc, on avait fait cette opération, en plus comme on était des compétiteurs, et puis comme ils étaient de tous les pays du monde, hein, quand vous avez les jeunes du 93, et puis quand vous avez le tournoi de Paris, par exemple, que Jean tout à l'heure avait décrit, il y a 90 pays, et à chaque fois il y avait un dossard, et on leur présentait les représentants de leur pays. Et donc ils ont regardé comment les gars de leur pays s'entraînaient, et comment c'était difficile, et comment ça paraissait facile le jour de la compétition, donc tout ce qui brillait. Et donc faire voir l'envers du décor aussi, c'est pas mal aussi pour les jeunes, et ça les a vraiment marqués. Je voulais dire également que quand vous êtes sportif de haut niveau, vous êtes parti dans le monde entier. C'est-à-dire que vous avez vu différentes cultures. Et ça vous enrichit énormément. Vous savez la différence. Moi, je suis secrétaire général de la Fédération internationale. J'ai vécu l'Arabie Saoudite, qui avait une fille qui devait participer, puisque c'est Dio, et qui valait absolument qu'elle ait un voile sur la tête. Et puis, parce que c'était comme ça, c'est son pays. Il a fallu qu'on trouve un moyen technique pour qu'elle puisse participer. Si elle ne participait pas, et son père, on s'en moque, elle veut vraiment, c'est son plaisir. Et toute la culture, toutes les religions qui étaient derrière, il n'y avait que le plaisir d'être aux Jeux Olympiques. Il ne restait que ça. Le président, le secrétaire général du comité olympique d'Arabie Saoudite, il était pareil. Il dit, moi je suis pas à n'importe quelle concession, on s'en fout, c'est le plaisir d'être là. Alors, des fois, il y a le sport qui est largement au-dessus de tout. Et ça, c'est ce qui va faire avancer, je pense, l'humanité aussi, ça permet de faire des choses. Moi, j'ai milité pour qu'on aille à Moscou. Bon, c'est vrai, comme j'étais athlète à ce moment-là, j'ai milité. Pourquoi? Parce que je pense que quand le sport arrive à Moscou, il amène quelque chose qui est autre chose qu'un régime totalitaire. Il ouvre les portes. Je pense que quand on a été à Pékin, pour certaines choses, eh bien, il fallait y aller. Il fallait y aller parce que c'est pas en refermant tout autour d'un pays qu'on le fait s'ouvrir. La Chine s'est ouverte par le tennis de table. Par le tennis de table, la première ouverture qui a été. Je pense que le sport a une force dont on ne se sert pas assez. Les gouvernements, monsieur le député, donc, pourraient se servir mieux de cet outil. S'en servir, c'est pas l'utiliser, hein, c'est simplement prendre cette force qui est une force positive, parce qu'il faut être positif, cette force positive,
bien, je crois qu'elle est importante et elle est vraiment sous-exploitée, et donc c'est dommage. Intervention dans le public qui souhaite s'exprimer, interpeller, réagir, qu'elles sont d'accord ou pas d'accord. Attends, je meuble un peu. L'intervention qui est intéressante parce qu'il y avait la table ronde inaugurale hier franco-allemande sur la réussite éducative. Et c'est vrai que cette question de compétition, de champion, d'évaluation de notation, on la retrouve dans le système éducatif français. Je me souviens, moi, c'était l'an dernier, il y avait une pétition des intellectuels et des chercheurs qui était pour supprimer les notes à l'école. Il y avait eu une fronde des parents d'élèves qui tenaient absolument à ce que leurs enfants soient évalués, notés. J'en discute beaucoup avec des parents, j'ai des enfants qui sont à l'école, et les parents me disent mais comment on va savoir si notre enfant est bon ou pas bon, suit par rapport à l'autre. Donc il y a vraiment, c'est ancré au fond de la société, cette histoire de compétition, d'évaluation. Et c'est vrai que le sport, c'est la compétition. On parle des valeurs du sport, mais dans les valeurs du sport, il y a des valeurs qui ne sont pas forcément positives, ou alors elles peuvent être positives, mais elles peuvent être négatives, c'est pas comment on les utilise. Et différentes façons de faire du sport aussi. On peut faire du sport, l'entraînement, c'est pas forcément la compétition, être meilleur que l'autre. Voilà, il y a différentes façons de faire du sport, comme il y a différentes façons d'éduquer les enfants et qui passent pas forcément par une notation, une évaluation des uns par rapport aux autres. Le monsieur, oui, pouvez-vous lever s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous voir. Voilà, je suis prof d'éducation physique et syndicaliste et je voudrais poser une question. Transition parfaite. Comment dirais-je, la comparaison, l'assimilation sportive, entreprise, avec l'idée que finalement ça serait un peu les mêmes valeurs qui seraient en jeu, m'interroge beaucoup et à travers le petit débat qui s'est engagé là, je me demande si on peut penser que c'est juste de considérer que la compétition sociale est de même nature que la compétition sportive. Autrement dit, quand on perd un match, dans un temps, un espace donné, avec des symboles particuliers, on prend sa douche, on rentre chez soi, la vie continue. Quand on perd son boulot, je crois que c'est une autre dimension. Je pense que l'assimilation un peu hâtive entre phénomène sportif, processus lié à ce phénomène et puis la vie sociale me paraît un peu précipité. Et c'est vrai que, à mes yeux, le sport souffre un peu aujourd'hui de s'être laissé prendre dans cette espèce de jeu de miroir, là, lui laissant croire que finalement ce qu'il portait était transférable dans la sphère économique. Et je pense qu'il y a des nuances à marquer sur cette comparaison-là. Donc je vous interromps parce que le débat a un peu commencé là-dessus. Avant de donner la parole à nos intervenants, je ne suis pas pour les défendre, mais je n'ai pas l'impression que dans les interventions des uns et des autres, il y a eu à un moment donné une prise de parole qui fasse un parallélisme entre le monde de l'entreprise et les valeurs du sport. Mais je vais laisser répondre. Oui, c'est un peu pareil, mais j'ai pas bien senti non plus. Bon, en dehors de la performance, il faut essayer d'être performant. Donc dans le monde du sport, je vois pas bien qu'aujourd'hui le sport professionnel c'est une entreprise aussi. Avec toutes les dérives aussi que ça peut engendrer, on n'en a pas parlé aujourd'hui. On a parlé un peu des dérives, les paris sportifs, etc. Moi, quand j'étais nommé secrétaire général de la Fédération internationale, je suis allé au CIO. La première réunion que j'ai eue, donc c'était sur les matchs truqués. Moi, je m'attendais à ce que le CIO fasse une réunion amicale. Et vous savez qui j'ai eu à la première réunion? J'ai eu Interpol en face de moi. J'ai eu Interpol avec blanchiment d'argent, raquettes, etc. Donc je me suis senti là un peu dans un autre monde. Donc moi j'étais arrivé en tant que secrétaire général, président de la fédération de judo, et donc enfin, en plus il n'y a pas de paris sportif, je crois qu'il y a eu 300 € l'année dernière pour paris sportif sur le judo. Donc on n'est pas concerné du tout. On n'est pas concerné du tout, et voilà, donc dans le monde dans lequel on est. Ça, c'est vrai, c'est des dérives qui arrivent, mais pas par les sportifs eux-mêmes, parce que justement, il y a des enjeux économiques qui sont dessus, et il y en a qui veulent en faire du business. Je crois que là aussi, on est un peu otage de certaines choses. Quelquefois, on est otage des politiques, ça peut arriver aussi, donc, tout au moins dans certains pays, et je crois que ça c'est ce qui est autour. Je crois qu'il ne faut pas confondre le noyau, et puis ce qui essaye de profiter du noyau. Je crois que ce sont des choses différentes. Moi, personnellement, je pense que c'est sûrement une erreur de comparer un adulte qui perd un travail et un jeune qui perd une compétition. Je pense qu'il y a une personne qui est déjà construite, il y a un mec qui est en construction. Et puis encore, celui qui est en construction doit souvent rendre des comptes à ses parents et à son entraîneur.
Donc c'est parfois des moments difficiles à vivre. Donc je ne sais pas si on doit vraiment les comparer les deux. Mais après, c'est pas parce que je disais qu'un compétiteur ne doit pas être un exemple pour un jeune que je suis contre la compétition. La compétition est un outil pour dépasser ses limites. Mais c'est pas un outil pour exister. C'est tout ce que je veux dire en fait. Mais je suis pour la compétition. Oui, en fait, je voudrais partager un peu mon sensation, c'est que je pense que quand on parle de la compétition, quand on perd un match, c'est facile à dire qu'on ferme les sacs et puis là, on revient pour une autre compétition. Par exemple les JO, on se prépare parfois toute nos vies d'une athlète et on participe à un JO, on perd un match et on a l'impression de perdre toutes ces années qu'on se prépare. Et toute notre jeunesse même. Mais pourtant, on a l'impression, derrière, je ne vais pas dire que je perds tout, parce que j'ai gagné quand même beaucoup d'expérience, beaucoup d'autres choses. Et derrière, je peux rebondir sur autre chose. Donc, pour une entreprise, s'ils perdent pour un moment, je pense que s'ils ne perdent pas ses courage, s'ils ne perdent pas les moyens humains, ils pourraient essayer de se rebondir sur autre chose. Et voilà, c'est ce que je Bonjour, Patrice Radiguet. J'ai beaucoup apprécié le tour qu'est en train de prendre notre débat, justement autour de la compétition comme exemple. Et il y a quand même, j'entends beaucoup parler de jeunes du quartier, j'entends parler de femmes dans des pays où elles n'ont pas la voix au chapitre, mais il y a une population dont je n'ai jamais entendu parler depuis le début de nos débats, ce sont les personnes handicapées. Et toutes les fédérations se sont taillées bonne conscience en reléguant ce problème-là à deux fédérations, c'est la fédération sport adapté et la fédération handisport. On organise les Paralympiques, c'est très bien, très peu de gens les regardent, c'est très bien aussi, mais finalement tout le monde s'est dédouané, alors qu'on envisage de plus en plus d'intégrer de plus en plus de catégories de gens au monde du sport. Les personnes handicapées, elles sont mises de côté. Et j'aimerais bien qu'on en parle un peu. Je peux répondre. Monsieur le modérateur. Oui, bon, merci de cette question, mais je ne pense pas qu'elle soit exacte, votre analyse. C'est du vécu au moins. Enfin, moi aussi, j'ai un vécu différent. En particulier, chez nous, nous avons les non-voyants, ils participent, ils s'entraînent avec nous, et il n'y a aucune différence. Il n'y a pratiquement aucune personne handicapée qui commence le judo en dehors de nos clubs. Donc, en dehors de nos clubs. Parce qu'il n'y a pas de club de ces fédérations. Et par contre, ils sont organisateurs d'épreuves, en particulier des Paralympiques. Et par contre, toutes les préparations sont faites dans nos fédérations. La fédération d'aviron fait la même chose. Aujourd'hui, on est en train de travailler, et donc j'ai une réunion prochainement sur ce sujet pour savoir comment on peut aider, donc de manière à ce qu'on puisse nous aider encore plus que ce qui se fait aujourd'hui, le monde paralympique, donc de manière à ce qu'il se prépare mieux. Mais ça, c'est uniquement pour ce qui se voit, c'est-à-dire les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Alors, il est vrai qu'on pourrait très bien intégrer toutes les compétitions ensemble et faire des compétitions. Les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup trop de monde et ça coûtera encore plus cher. Et par exemple, les championnats du monde d'escrime qu'on a vu à Paris, eh bien c'était paralympique et valide dans la même compétition. Et c'est des choses qui se font de plus en plus aujourd'hui. Ma fédération, la Fédération française de judo, eh bien, tout ce qui est non-voyant, parce qu'il n'y a que les non-voyants qui sont aux Jeux paralympiques, mais ils s'entraînent avec nous et en permanence. Excuse-moi, je trouve que la Fédération française de jeu a fait de grands exemplaires pour les autres fédérations d'ailleurs. Et j'ai moi-même entraîné avec les handicaps quand j'étais en Chine, on préparait le jeu d'Asie. Et on a s'entraîné pendant presque un an avec eux, puisqu'ils commençaient avec les badminton, puis on a s'entraîné en quotidien. Et puis je trouve qu'ils ont devenu nos modèles en fait. En fait, moi j'ai beaucoup d'admiration pour eux parce que